Ok, je propose qu'on commence, peut-être, Adrien. C'est Nous, prêt. c'est l'occasion aussi de dévoiler notre nouvelle image de marque, parce que moi, je suis Samuel de ID Tangible, qui est en train de changer de nom et qui s'appelle Make It Tangible. On est en train de refaire toute notre identité. Et donc, avec nous aujourd'hui, Adrien de Esquisse 3D. Moi. Merci en tout cas de l'invitation. Je suis ravi de participer à ce webinaire. Faut pas le cacher, on travaille quand même souvent ensemble, c'est-à-dire que designer plus fabrication. Donc je pense que c'est aussi l'intérêt de ce webinaire-là, et du coup de voir aussi les deux côtés du développement de produits. Donc vous allez voir que ça se combine quand même pas mal. Et hmm. donc je serais ravi que des gens participent. Hein. N'hésitez pas à poser des questions. En vrai, j'aime bien que ça soit interactif moi de mon côté. Donc après, on a pas mal à dérouler, donc vous allez voir, ça va être assez intense. Mais du coup, on y va? On y va, c'est parti. Donc, je vous présente très rapidement pour présenter Make It Tangible pour voir entre guillemets d'où on parle. Nous, on est un studio d'innovation et design industriel. On est composé de 6 personnes. On existe depuis 2017. On travaille à aider les entrepreneurs et entreprises à concrétiser leurs idées de produits, accélérer leurs projets. Donc, on a 2 verticales. La principale, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est le design de produits physiques. Donc, de l'idée jusqu'à un produit industrialisable. Et après, on a une autre partie concernant l'innovation opérationnelle à travers notamment la facilitation d'ateliers, dont les design sprints. Donc, on a plus de 100 projets accompagnés à notre actif. On essaie d'avoir des méthodes innovantes qui changent aussi même des agences de design traditionnelles. Et notamment, ça se matérialise par un travail assez rapide, on pourrait dire frugal et itératif. Et après, moi-même, j'ai une formation d'ingénieur à la base, ce qui me permet de faire justement le pont culturellement entre le monde du design et de l'ingénierie, qui est souvent en France considéré comme potentiellement 2 choses séparées. Donc, bonjour, je crois qu'il y a une autre personne qui nous a rejoint. Bonjour Laurent, merci de nous avoir rejoints, on vient tout juste de commencer. On compte parmi nos clients aussi bien des petites entreprises que des plus gros groupes. Esquisse 3D, je te laisse présenter, Adrien. Ouais. Bon, du coup, nous, on a un bureau d'études spécialisé dans la conception, le prototypage et la production, et de par ça, l'industrialisation. Donc, généralement, on vient dans la suite de ce que fait un designer ou d'un Fab Lab, ou les deux. Et du coup, on vient donner un peu une échelle un peu plus industrielle à votre projet pour arriver à être capable à le produire à plus grande échelle. Donc voilà, on est très spécialisé sur le lancement de ces projets-là, c'est-à-dire de petites et moyennes séries, vraiment au commencement, quand on passe du premier prototype à la série. Donc on a une équipe de 4 personnes, on est basé aux portes de Paris, et puis l'avantage c'est qu'on a un atelier de prototypage et d'assemblage qui permet justement de faire ces petites séries et ces petites productions. Et donc du coup ça permet d'être assez réactif par rapport à ces besoins-là. Voilà, c'est un peu ça. Ok, merci Adrien. Pour rentrer un peu dans le dur sur le périple d'un développement de la conception d'un produit physique, ce qui est souvent prévu, après ça dépend, on va dire, de votre niveau d'expérience dans le domaine, mais ce qu'on entend souvent de la part des entrepreneurs, c'est en général, ils démarrent avec une idée et très souvent, ils poursuivent directement, ils enchaînent directement avec le développement technique, la recherche d'investisseurs pour financer en partie ce développement technique, ensuite une conception esthétique, maquette pour présenter sur les salons, typiquement Vivatech ou les salons plus spécialisés. L'objectif souvent, c'est de trouver des investisseurs pour ensuite passer à l'industrialisation, potentiellement un crowdfunding, qui amène à faire une mise au point industrielle et certification qui peut être assez longue, et pour la production, la vente, et on espère avoir le Saint Graal après d'un produit qui tourne, d'une entreprise qui tourne avec un produit qu'on vend. Malheureusement, la réalité, c'est souvent on a une idée, on fait le développement technique, et là, en fait, c'est soit investisseur ou soit la mort, entre guillemets, si soit on lève des fonds ou soit on n'y arrive pas. Et pour ensuite faire la conception esthétique. Et là, c'est pareil. À chaque fois, en fait, on se retrouve à différents moments à avoir besoin d'argent.
pour poursuivre parce que c'est un process et une aventure qui est assez demandeuse dans cette façon de faire, assez demandeuse en argent, en cash pour financer les différentes phases. Ça, il faut pas se leurrer. Et ce qui arrive aussi parfois, c'est si la mise au point, les ventes génèrent pas assez de marge, on peut se retrouver des fois à avoir à reconcevoir son produit pour changer de moyen de production qui soit plus adapté à des volumes plus faibles. Ou sinon, ce qui arrive souvent, c'est on lève pour compenser en attendant de vendre plus en quantité pour économiser des coûts sur la production. Et en fait, on a un peu toutes ces phases-là où on a le risque de mort du projet et en espérant qu'une fois qu'on a atteint toutes ces phases, on ait atteint ce Saint Graal. Et nous, en fait, un peu le cœur de ce dont on va parler aujourd'hui et ce que nous, on vous propose, c'est dès qu'on a une idée, c'est pas de passer directement aux études techniques, mais de faire ce qu'on appelle un pré-design dans l'objectif de tester votre marché, de faire de la recherche utilisateur. À partir de là, potentiellement commencer à rechercher des financements si on en a vraiment besoin. Mais l'idée, c'est, nous, on va vous indiquer d'essayer de s'en passer au maximum jusqu'au bout en étant frugal. Et ensuite, la maquette pour salon reste pour nous une étape assez cruciale. Et pour ensuite faire des tests marchés, continuer la recherche utilisateur en vue d'apporter justement des billes au développement technique, design esthétique et fonctionnel final. Et ensuite, partir sur du crowdfunding, des précommandes. Et en fait, pour nous, il y a beaucoup moins d'étapes. L'idée, c'est de repousser la recherche de financement au maximum en renseignant chaque étape et en étant frugal. Donc, c'est un peu ce qu'on va dérouler dans les grandes lignes. On ne va pas forcément aller dans chaque point aujourd'hui au cours de ce webinaire, mais on va essayer de vous indiquer pour nous quels sont les moyens à mettre en place et quelles sont les techniques justement qui permettent d'avoir une aventure un peu plus frugale et en même temps accélérée par rapport au design, par rapport à l'idée qu'on peut se faire de comment développer un produit. Pour commencer, en fait, il y a deux types de projets hardware. C'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. On a une dimension qui peut être un produit innovant techniquement où on a de la R&D. Et là, en effet, la partie développement technique, recherche de solutions techniques, c'est quelque chose qui peut être assez demandeur financièrement. Mais ce n'est pas forcément la fin en soi. On a un exemple qui est peut-être un peu tendancieux, Theranos, je ne sais pas si ça vous parle, c'était une entreprise américaine qui avait levé des milliards, qui était valorisée à des milliards sur un process de prise de sang qui était censé être révolutionnaire. Et pour autant, ils ont fini, la fondatrice a fini avec un procès parce que en fait, tout ce qu'elle avait monté était faux. En fait, la technologie n'existait pas, etc. Donc, en effet, c'est un projet un peu tendancieux, mais qui peut être qui est une inspiration si on est moins dans l'illégalité. D'un autre côté, on a l'autre type de projet hardware, c'est le produit beau avec une innovation d'usage principalement au marketing, où là, les changes en fait, vont plus se positionner autour de la marque, de la commercialisation, de la distribution. Un exemple pour nous qui est assez peut-être symptomatique, c'est par exemple Tipto, c'est une marque qui a commencé en fait avec ses pieds de table en fait qui sont juste un système d'étau pour prendre une planche. Et en fait, ils ont réussi un coût commercial assez fou. Et donc, leur vraie plus-value et leur vraie innovation était vraiment sur le marketing et pas sur un produit qui finalement n'est pas très compliqué, on va dire, à développer. Et pourtant, même si on a ces deux types de projets qui existent, dans les deux cas, il n'y a pas besoin d'apporter la preuve immédiate que votre produit fonctionne, existe ou est même disponible à l'achat avant d'obtenir des preuves d'intérêt réel de vos clients cibles. C'est comme ça, je parlais de tests marché et en fait, c'est souvent l'écueil dans lequel on tombe. On se dit, si je veux pouvoir vendre aux gens, il faut que j'ai un produit qui soit en cours de distribution. Mais en fait, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de Lean Startup. C'est assez probable si vous avez un peu d'expérience. C'est très développé dans le milieu du digital.
C'est un peu ce triptyque, ce process itératif de construire, mesurer, apprendre, et le principe de MVP en anglais, donc produit minimum viable en français, qui est le principe de quel est le strict essentiel que je mets dans mon produit pour commencer et pour tester ma solution auprès de mes clients. Et en fait, l'idée, c'est que du Lean Startup, c'est d'avoir cette boucle itérative de je construis le strict essentiel, je le mets dans les mains de mes clients et je mesure quels sont leurs retours pour ensuite apprendre de leurs avis, de leurs frustrations, afin de cibler quels sont mes actes d'amélioration, que ce soit en fait l'adéquation entre un problème et la solution que j'y apporte, ou que ce soit la cible de ce problème, ou aussi bien le storytelling, le positionnement, etc. Et donc, en fait, souvent, donc dans le digital, c'est quelque chose qui est assez répandu et qui est facilement faisable. Et pourtant, dans le produit physique, c'est quelque chose qui est un peu moins impliqué parce que tout de suite, on se dit faire un prototype, faire une maquette, fabriquer un produit même minimum viable, c'est très demandeur d'argent. Et pour autant, en fait, il y a des techniques qui permettent de parer à ces problèmes-là. Pour nous, pour commencer justement dans ce process, dans cette aventure de développement de création d'un nouveau produit, notre cheval de bataille, c'est un peu dessiner, c'est gagner. Donc, dessiner, c'est gagner parce que pour nous, trop peu souvent, les gens vont, on va dire trop lentement, les gens vont trop lentement vers la visualisation de ce que pourrait être leur produit. Trop souvent, on commence, on fait un cahier des charges, on décrit textuellement qu'est-ce qu'on veut. Pour autant, on a très souvent quand même une petite idée de ce qu'on a en tête. Mais c'est difficile de projeter ses clients potentiels sur son produit si en fait on n'est pas capable de leur montrer le visuel et quelque chose de très important, nous, de notre point de vue, dans le processus de création. Et ça a un double effet d'aller le plus rapidement au visuel dans la création de son produit. Ça amène à être dans l'exécution plutôt que dans le yaka faucon. C'est le cahier des charges, c'est un peu le yaka faucon qui est hyper important. Mais c'est important en parallèle d'avancer aussi sur son idée de à quoi elle peut ressembler, de quelles sont les idées, et en fait de se sortir les idées de la tête en essayant de les visualiser par le dessin. Donc là, vous me direz, c'est un peu facile à dire si on sait bien dessiner. Mais moi-même, je suis pas designer. Comme je disais, je suis ingénieur en mécanique. Et ça m'arrive très bien de faire des croquis et qui permettent de commencer à transmettre une idée, au moins pour fournir des instructions assez simples à des bureaux d'études ou des designers eux-mêmes. Et pour nous, c'est là que doit être en réalité la première étape de création d'un produit quand on part d'une idée. Et il y a une notion, la notion globalement en fait qu'on souhaite apporter et que j'ai abordé dans le dessin de ce voyage de la création de produits, c'est la notion de pré-design, qui est une notion, on n'en est peut-être pas les inventeurs, en tout cas on n'en a pas forcément entendu parler beaucoup ailleurs. Mais la notion de pré-design, c'est de se dire que ce n'est pas nécessaire d'avoir le design définitif de son produit quand on démarre. Parce que quand on démarre, le principal besoin qu'on a, c'est de projeter nos clients dans l'usage, montrer qu'on avance sérieusement dans la création de notre produit et auprès de partenaires, d'investisseurs, parfois même autour de son entourage. Ça peut être ses parents, sa famille, ses amis, etc. Et aussi, le pré-design, c'est aussi ne pas s'encombrer des détails techniques à ce stade-là. On estime que c'est un peu de la surqualité à ce stade parce que nos objectifs principaux, c'est de tester auprès de nos clients cibles notre concept de produit. Et vraiment, je parle de concept à ce stade. Excusez-moi, j'ai Slack qui
qui n'arrête pas de popper. C'est assez énervant. Donc, je disais, à ce stade, les objectifs principaux sont quand même de tester notre concept auprès de nos clients cibles et aussi de donner de la matière à notre dossier de financement. Nous, c'est les principaux retours, notamment qu'on a de la part des entrepreneurs qu'on accompagne et des entreprises. Et en fait, à ce stade, c'est amplement suffisant pour répondre à ces besoins. Et donc, par exemple, quand je parle de pré-design, donc là, on a un storyboard qui va permettre d'exprimer l'usage d'un produit. Donc toujours, l'objectif, c'est d'être dans la frugalité et pas dans le truc ultra, on n'a pas fait une maquette pour pouvoir prendre des photos ou faire un film, etc. Ça ne nous a pas coûté 10 000 € à faire ça. Mais on a déjà une première représentation qui permet de projeter nos clients cibles et de tester si c'est des fonctionnalités, si ça répond à leurs besoins. Et en fait, très rapidement, au final, c'est pas forcément si simple, si compliqué, pardon, et si coûteux de ça, mais de passer très rapidement de ces premiers dessins que je montrais ici, qui permettent de projeter nos clients, à des images de rendu réaliste. Et aujourd'hui, il faut en profiter. Les logiciels, les ordinateurs ont des capacités qui nous permettent de plus en plus facilement de réaliser des rendus réalistes qui sont très, très réalistes, qui permettent que en fait, 95% des gens pensent que c'est un produit qu'on a fabriqué et qu'on a pris une photo. Et en fait, ces rendus réalistes permettent de mieux projeter encore plus les clients et encore dans cet objectif de laisser penser que le produit existe. Et ça permet d'avoir quand on teste auprès des utilisateurs, quand on fait un dossier de financement, ça permet d'avoir des feedbacks beaucoup plus honnêtes parce que les gens discutent avec quelqu'un qui est réellement dans son projet et qui n'est pas juste un inventeur qui a une idée comme ça. Ou juste qui serait une entreprise avec juste un nouveau concept à tester. Mais en fait, les gens, tout de suite, ils sont là, en fait, OK, c'est du sérieux, ils ont un produit. Je vais prendre du temps pour leur répondre et je vais pouvoir évaluer aussi, leur permettre de faire des feedbacks sur les petits détails, même s'ils n'ont pas été pensés jusqu'au bout. Tous ces feedbacks sont hyper importants pour avancer sur son produit. Globalement, comment faire un produit, un pré-design, où on pourrait appeler justement pour se relier au Lean Startup le produit physique minimum viable. L'important, c'est de sélectionner les fonctionnalités essentielles, d'imaginer des solutions techniques plausibles. Et encore une fois, j'insiste sur ce terme de plausible parce que ici, sur ces images, on n'a aucune idée de comment l'assemblage est fait, on n'a aucune idée comment les solutions techniques sont remplies, comment ce filet vient s'insérer à l'intérieur du cadre, mais visuellement, tout ça reste plausible. Une fois qu'on a imaginé ces solutions, l'objectif, c'est de faire des croquis, comme j'indiquais, donc un peu le dessiner, c'est gagner, sans penser à l'industrialisation, et très rapidement faire des 3D d'enveloppe, et là encore, je précise bien d'enveloppe, parce qu'en fait, sur un rendu réaliste, on n'a pas besoin de montrer tous les mécanismes à l'intérieur, on a juste besoin de montrer ce que les personnes vont voir, et on n'a pas besoin que tout ça fonctionne. Et ensuite, les rendus réalistes, comme je disais, aujourd'hui, c'est hyper accessible. Notamment, je parle de Keyshot, c'est un peu ce qui est le plus utilisé par beaucoup de designers, par beaucoup de gens qui font des rendus réalistes, parce que c'est un logiciel qui a un très bon rapport qualité-simplicité d'utilisation. Et aujourd'hui, c'est devenu abordable quand même pour beaucoup de gens de se lancer dans la production de rendus réalistes 3D. Et en fait, tout ça, l'objectif de faire ce pré-design, c'est quand même de tester votre marché. Encore une fois, j'insiste, pas besoin d'avoir un produit qui existe, mais besoin de faire croire à vos clients cibles qu'il peut exister. Ça, c'est un exemple tiré directement sur notre compte Instagram. On avait mis en fait ce projet qui est un projet un peu interne qu'on fait en mode Startup Studio de RoundNet, qui est ce sport avec le cadre, le filet, et on joue autour du filet en essayant de faire rebondir la balle sur le filet. On a juste mis sur notre Instagram, où on n'a pas des milliers de followers dessus. Et en fait, ça nous a permis d'avoir directement un contact de la ligue
de la Ligue de Handnet allemande qui nous a dit ouais, c'est hyper intéressant comme idée, est-ce que vous allez le faire? Et en fait, ils nous ont dit bah, directement, on adorerait l'essayer et ça nous a permis, en fait, avec aucun moyen, on va dire, supplémentaire à la production d'images, juste en postant sur notre compte Instagram avec les bons hashtags, d'obtenir des utilisateurs, on va dire, professionnels de ce produit qui est encore qu'au stade de concept. Et là, je dirais comment tester votre marché, parce qu'en effet, ça, c'est une technique de poster sur Instagram et d'espérer d'être à la pêche de clients potentiels ou de prospects ou même d'investisseurs. Mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de la notion de prototyping. Et notamment, je voulais mettre en avant ce livre que je trouve assez génial. Donc, la notion de prototyping, c'est prétendre que vous avez un prototype. Donc, c'est vraiment, en anglais, pretend you have a prototype. Et en fait, c'est un livre de Alberto Savoia, donc, qui est indiqué ancien directeur d'ingénierie et d'innovation chez Google, et qui s'est donné pour but professionnellement de comprendre pourquoi il y a des produits qui fonctionnent et il y a des produits qui ne fonctionnent pas. Pourquoi, en fait, il y a des entreprises qui lèvent énormément d'argent et qui ont plein de clients potentiels et qui, une fois qu'elles lancent leurs produits, en fait, ça s'écroule parce que personne ne l'achète. Et pourquoi il y en a d'autres, ça fonctionne très bien. Et en fait, il a théorisé justement cette notion de prototyping, où en fait, c'est exactement la notion qu'on aborde ici, de dire tester son marché le plus rapidement possible, et notamment avec différentes techniques et tout un peu un process pour définir son idée, définir ses expérimentations de tests, etc., qui est indiqué dans ce livre que je conseille à fond d'acheter si vous êtes aligné avec ce qu'on vous présente ici, et notamment dans le genre de techniques qui sont hyper intéressantes. C'est de test marché au-delà du digital pur, c'est mettre dans les rayons de la Fnac une boîte vide de votre produit et observer si les gens la regardent et essaient de l'acheter. Là, j'ai mis un exemple, je vous partagerai la présentation, vous pourrez regarder. Wallhub, c'est des Néerlandais, une agence de design, qui ont fait juste un petit accessoire en fait, pour la maison, qui est un truc pour mettre ses clés. Et en fait, ils se sont dit, où est-ce que ça pourrait se vendre, ce truc? Ils se sont dit, chez Ikea. Donc, ils ont acheté en fait un costume, enfin, ils ont acheté un uniforme de vendeur Ikea sur Le Bon Coin là-bas. Et en fait, ils se sont fait passer pour un vendeur et ils ont mis directement leurs produits dans les rayons d'IKEA et ils ont observé en fait si les gens les achetaient. Et donc, vous regarderez en fait l'exemple là, c'est une vidéo sur Vimeo qui montre tout le truc qu'ils ont fait. On voit tous les gens qui regardent, qui essayent d'acheter, qui arrivent à la caisse, qui sont hyper frustrés parce que finalement, il n'y a pas le code barre n'est pas reconnu, etc. Et en fait, c'est une expérience marché qui est hyper intéressante à faire. Qui est relativement facile parce qu'en fait, le principe, c'est juste de faire le packaging et pas le produit. Et on se rend compte qu'il y a plein de produits qu'on achète, typiquement à la Fnac, où en fait, on n'a pas forcément le produit qui est en démonstration, on achète un truc juste d'après la boîte qui est indiqué, juste d'après les caractéristiques et les images qu'on peut voir sur la boîte. Et donc ça, c'est une expérience, peut-être, c'est pas le cas de tout le monde. On pourra toujours dire, bah non, moi, je veux toujours voir un produit en démonstration. Mais au moins, ça vous permettra d'avoir vos premiers clients, les gens qui se disent, ou votre produit, quand ils le voient, ils se disent, ah, mais ça répond vraiment à mon besoin. Et en fait, je n'ai pas besoin de savoir si c'est plus ou moins potentiellement une chinoiserie ou si ça a eu des centaines d'avis positifs sur Internet. Mais j'ai envie de l'acheter, de le tester, et au pire, je le retournerai à la Fnac. Après, d'autres expériences de test marché qui sont un peu plus standards, c'est faire une page de vente de votre produit avec un bouton pour acheter ou verser un acompte. C'est ce qu'on voit assez souvent et c'était d'ailleurs notamment la stratégie Tesla. À chaque modèle, ils ont toujours fait une campagne de précommande où les gens versaient plusieurs milliers de dollars pour être les premiers à recevoir leur véhicule. Et ça permettait à Tesla à chaque fois de tester leur marché sur un nouveau modèle de véhicule. Une autre technique, ça peut être de prétendre que des actions sont automatisées par une intelligence artificielle alors que vous les faites manuellement. Là, c'est typiquement en fait pour tester des objets connectés.
Aujourd'hui, on peut faire des objets connectés avec des cartes électroniques des objets connectés, pas forcément automatisés du coup, mais avec un minimum d'interaction avec des cartes électroniques basiques. Et en fait, quand vous testez au départ, vous pouvez très bien complètement simuler les automatisations ou l'intelligence qui sera embarquée dans ce produit en ayant juste, entre guillemets, une télécommande derrière qui vient faire les différentes actions à la main. Après, une autre technique aussi qui est pas, on va dire, qui peut paraître évidente, mais mettre sur YouTube une vidéo de mise en scène de votre produit avec un bouton pour s'inscrire sur une liste d'attente, petite coquille, c'est quelque chose qui est très fort et c'est ce qu'on voit par exemple sur les campagnes de crowdfunding. En fait, quand on achète un produit en crowdfunding, on n'a jamais eu le produit dans les mains. Il n'y a personne d'autre que l'équipe qui l'a créé, qui a eu le produit dans les mains, donc on n'a aucun retour dessus. Tout ce qu'on a, c'est une belle vidéo qui présente un produit qui a l'air de fonctionner et qui peut potentiellement fonctionner. Et en fait, on va préacheter un produit juste à partir d'une vidéo. Et pour autant, ce produit n'est peut-être qu'une maquette purement esthétique et pas fonctionnelle du tout, mais elle a été présentée de manière à ce que ça ait l'air réel. Quelques billes un peu précises justement sur comment mesurer votre marché, parce qu'en fait, il y a des preuves d'intérêt qu'on peut mesurer à travers les techniques précédentes qui sont réelles, et après, on a des preuves d'intérêt qui sont un peu fantasmées, et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire assez attention, parce que dans les preuves d'intérêt assez fantasmées, c'est les opinions, que ce soit un expert ou un non-expert qui nous disent ouais, c'est une super idée, tu devrais le lancer, ou ton idée elle est vraiment nulle, j'y crois pas du tout. En fait, il y a énormément d'exemples dans l'industrie que ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien en termes de marché, comme ces entreprises qui peuvent avoir levé parfois des millions, des dizaines de millions pour un produit et qui, une fois qu'elles le lancent, personne ne l'achète. Pour autant, l'opinion des investisseurs était que c'était un bon produit, mais la réalité du marché a montré que ce n'était pas le cas. Donc, que ce soit encouragement, découragement, recevoir des faux emails sur une liste ou des faux numéros, des commentaires ou des likes sur les réseaux, même compter le nombre de vues sur une vidéo ou des sondages ou questionnaires en ligne et hors ligne sur combien vous seriez prêt à acheter ce produit. Tout ça n'a pas de valeur réelle, en fait, pour déterminer s'il y a un marché pour votre produit ou pas. Alors, je vais mettre une petite précision sur la question des sondages et questionnaires en ligne, parce que là, peut-être, il y a plein de gens qui vont dire mais en fait, c'est horrible ce que tu dis, la plupart des gens font ça, c'est comme ça qu'ils font leur étude de marché, etc. En réalité, on peut considérer que tout ce qui est déclaratif n'a pas vraiment de valeur. Et donc, tout ce qui est sondage ou questionnaire en ligne pour évaluer son marché, pour évaluer la réalité de à quel prix on peut vendre notre produit, tout ça a très peu de valeur. De notre point de vue à nous, les sondages et questionnaires en ligne peuvent avoir de la valeur pour essayer de mieux comprendre qui sont nos utilisateurs. Mais il ne faut pas faire des sondages en mode est-ce que si je faisais ça, vous seriez prêt à l'acheter à 100 € et qu'ils disent oui, et en fait, ça n'a pas de valeur. Mais l'important, c'est de dire est-ce que vous avez ce problème dans la vie de tous les jours? Est-ce que combien de fois par jour ou par semaine vous rencontrez ce problème? Est-ce que vous considérez que c'est un problème vraiment important pour vous ou pas? En fait, tout ça qui permet de diriger sur la formalisation et de trouver des renseignements sur comment on va faire son produit. Tout ça, ça permet de diriger les choses, diriger la conception, mais ça n'a pas de valeur réelle pour déterminer si son idée vaut le coup d'être lancée ou pas. Après, dans les preuves de marché réel, là, on commence, je dirais par ordre croissant de valeur. On a tout ce qui est email vérifié de clients cibles consentant à se faire contacter. Là, c'est important. Sur le consentement à se faire contacter, ainsi que le numéro de téléphone, parce qu'après, ce qu'on peut mesurer, c'est le temps que nos clients sont prêts à passer pour échanger avec nous. On peut dire le temps, c'est de l'argent, aussi bien pour nous que pour nos clients cible. Et donc, déjà, un client qui vous accorde 45 minutes de rendez-vous en visio pour échanger sur votre produit, sur ses besoins, etc., on peut estimer que c'est quelqu'un qui a un intérêt certain pour le problème que vous cherchez à résoudre. Et après, l'épreuve ultime de marché,
Justement, c'est de l'argent en dépôt pour être sur une liste d'attente ou c'est de l'argent directement récolté pour une commande. Et là, je donne par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la marque de vélo Van Moof. Ils ont lancé donc, une marque quand même assez populaire dans les vélos électriques, une marque néerlandaise. Et donc, ils ont lancé il n'y a pas longtemps un concept de nouveau vélo qu'on appelle un speed bike, c'est-à-dire un vélo électrique pas limité à 45 km/h. Et ils se sont dit, bah, tiens, on ne sait même pas quel est le prix. On a fait une landing page avec que des 3D du vélo. Mais d'ailleurs, si vous regardez la page de vente des ventes Move, même qui sont commercialisées, c'est que des 3D, c'est pas des photos. Et du coup, ils se sont fait cette page et ils ont mis juste un bouton réservé pour 20 euros. 20 euros, ça peut paraître pas grand-chose pour quelqu'un, pour n'importe qui, surtout pour des gens qui vendent, des vélos à 2000 euros, 2500 euros. Mais en fait, pour vendre bouffe, s'il n'y a personne qui est prêt à mettre 20 euros pour réserver leur nouveau concept de vélo, par rapport à s'il y en a 2000, en fait, ça donne un indicateur énorme. Et aussi, en fait, quand on n'est pas une entreprise, mais un entrepreneur, ça peut être un tout petit financement aussi, qui n'est pas négligeable pour avancer sur son projet. Et ça, c'est des choses qui sont faisables. Nous, qu'on fait, par exemple, pour d'autres projets, là, un concept de vélo qui se transforme en vélo cargo, où en fait, on peut faire des pages de vente qui sont hyper crédibles avec que de la 3D, encore une fois, pour montrer toutes les fonctionnalités, tout sur son produit, ce qu'on a imaginé, etc., à quoi il ressemblerait, et obtenir des feedbacks justement assez précis et qui ont de la valeur pour savoir si ça vaut la peine d'être lancé ou qui a de la valeur pour savoir si telle fonctionnalité ou telle autre fonctionnalité est intéressante ou pas pour nos clients. Là, je mets un autre exemple, c'est une agence de design qui a créé un concept de vélo cargo à hydrogène. Donc, on va le réservoir d'hydrogène et potentiellement, il y a une pile à combustible dedans. Et là, en fait, on a affaire à une très belle maquette de salon. Mais en fait, rien ne nous dit que cette agence de design sait vraiment faire un vélo à pile à combustible hydrogène. Mais en fait, ça nous, on va dire, nous, on a ce regard de professionnel sur le projet, mais pour la plupart des gens, ils voient ça, ils se disent, ah ok, le vélo, il est là, quoi. Le vélo, il est là, il est fait, et en fait, il existe, et donc, il n'y a plus qu'à acheter. Alors qu'en fait, la réalité des choses, elle est bien différente. Voilà, donc, tout ça, c'est des billes pour savoir comment tester son marché le plus tôt possible. Mais une fois qu'on l'a testé et qu'on pense que ça valide notre idée, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où je passe un peu la main à Adrien sur les périples un peu du hardware technique. Merci. Déjà, je viens d'acheter un nouveau livre, du coup, parce que je ne l'avais pas lu, donc il a l'air super intéressant. En tout cas, j'aime beaucoup les hacks qu'il y a là-dedans. Même si on en connaît pas mal, je trouve que c'est toujours intéressant d'en relire, ça permet d'avoir d'autres visions. Donc effectivement, comme le disait Samuel, du coup maintenant vous avez des preuves que votre idée en fait elle a potentiellement un marché. Et donc maintenant il faut commencer à concrétiser son idée. Je trouve que c'est super important cette approche-là, hein, parce que l'accès aussi, Samuel, parce que vous allez voir qu'à par la suite, mais l'accès aussi potentiellement à des utilisateurs ou à des clients potentiels, c'est super important aussi pour définir plein de points sur son projet en fait. Et souvent en fait pour moi c'est très très lié. Donc du coup en fait si déjà vous avez déjà mené ça et qu'en plus tout est euh, à la lumière verte quoi, tout est au green, ben en fait j'ai envie de dire c'est super parce que du coup ça veut dire que du coup il y a une traction de marché et que du coup vous allez pouvoir prendre aussi les retours de vos clients ou de ceux qui vous font des retours pour améliorer la description de votre produit ou les fonctionnements aussi de votre produit et les caractéristiques. Donc, du coup, pour développer votre produit, du coup, alors nous, on a deux parties. La partie du haut qui est plutôt la partie qui est faite par, on va dire, les incubateurs ou si vous avez la chance d'être incubé, qui va être plutôt ben, justement cette étude de marché qui va être potentiellement faite que sur des images puis de créer ce business plan en fonction aussi de ces retours-là, puis pourquoi pas trouver des subventions. Donc là, on rentre dans le dur, hein, du coup, on rentre dans le concret. Maintenant, on a fait du fake, et maintenant, on va essayer de concrétiser tout ça. Donc du coup, ben, il va falloir créer des cahiers des charges. Et pour définir des cahiers des charges, on va le voir ensemble.
il va falloir pas mal de points. Yes, si tu peux continuer à descendre. On reviendra sur le visuel après derrière. Donc, c'est ce qui va permettre de définir votre produit. Nous, on l'a scindé en deux parties, ce cahier des charges. Est-ce que tu peux descendre encore? Ouais, super. Et donc, du coup, il pourrait y avoir vraiment deux cahiers des charges distincts. Il y a le cahier des charges fonctionnel, qui lui va être de répondre aux besoins du client, c'est-à-dire, j'en sais rien, si c'est un vélo, c'est de se déplacer, si c'est une boîte, c'est de contenir un certain volume. Donc, il y a les fonctions qui sont attendues. Le type d'environnement, donc, est-ce que c'est pour dehors, est-ce que c'est pour l'intérieur, est-ce que ça doit être anti-feu, j'en sais rien. Enfin, voilà, ça, c'est l'environnement. Troisième point, c'est la certification. C'est un peu le point qui passe à la trappe et que pas mal d'entrepreneurs se font piquer ici. Allez voir si votre produit va être certifié. Par exemple, on a des clients qui travaillent dans le médical. Là, il y a des certifications à faire passer. Et donc, du coup, vaut mieux être au courant dès le démarrage du produit parce que celles-ci vont sans doute amener pas mal de contraintes. Et souvent, sur des objets connectés, en fait, il y a des certifications. Quand vous voyez le petit CE sur un produit, c'est qu'il a été certifié. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'il a passé des examens et ces examens, il fallait qu'ils soient positifs pour pouvoir le mettre sur le marché. Donc, au moins, se renseigner sur le type de certification auquel ça s'applique. Hein, si vous vendez des perches à selfie, vous avez de la chance, il n'y en a pas besoin. Des t-shirts non plus, mais bon, un vélo, il y a des certifications. On accompagne pas mal de porteurs de projets qui font des vélos. Bon, du coup, il faut savoir sur quelles normes votre vélo va être applicable. Est-ce que c'est pour faire du cross ou est-ce que c'est pour faire de la ville? Tout ça, c'est des certifications qui sont différentes. Le type d'utilisateur, donc ça, j'ai envie de dire, c'est un peu votre business plan aussi. Et le prix de vente que vous souhaitez mettre, et ça va être aussi par rapport à tout ce que vous avez fait avant pour savoir en fait à quel prix les clients vont être potentiellement prêts à payer ce produit-là. Est-ce qu'on est sur plutôt du luxe ou plutôt du mass market, ouais. Et après, du coup, côté technique, donc là, c'est la partie qui va concerner votre bureau d'études ou celui qui vous accompagne, ou vous, si vous le faites, qui va être en lien avec les usines et tout, ça va être plutôt, euh, par exemple, quelles vont être les cadences et les quantités de production. Alors, par exemple, si vous faites un truc qui va dans des piscines, vous savez que c'est un produit qui va se vendre très bien de avril à septembre ou octobre, et après, ça passe devant l'hiver. Inversement, si vous faites un truc dans le ski, ça va se vendre facilement l'hiver et l'été. Par exemple, si vous faites plutôt de la mode, du coup, il y a des saisonnalités, donc du coup, ça joue sur les cadences et les quantités de production. La notion de quantité de production est super importante. Souvent, vous allez faire un business plan et vous allez les mettre dedans, vous allez estimer la quantité. Le problème, c'est qu'après, dans le côté industriel, on va dire, on va calibrer l'outil de production à la quantité. Donc, du coup, si vous êtes trompé de trop largement, il est possible que votre conception soit pas compatible avec le nouvel outil qu'on va utiliser, quoi. Ça va dans les deux sens, hein. Ça va dans le sens, si je l'ai dit que je vais aller en faire 10 et finalement j'en commande 1000, là, vous avez payé très cher quelque chose qui n'est pas optimisé. Alors, à l'inverse, si vous avez dit on va en faire 1000 et au final vous en commandez 10, peut-être qu'on aura conçu pour un process qui était fait pour du gros volume et en fait, derrière, c'est compliqué de faire des petits volumes. Voilà. Deuxième point, la maturité de votre projet. Donc, est-ce que ça fait longtemps qu'il est sur le marché? Est-ce que j'ai déjà eu plein de retours clients et tout? Parce que c'est important de savoir ça. Et la maturité, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment acheter parce que il y a que le temps qui peut le faire. Donc, c'est de savoir si le produit il est un peu mature, qu'il était dans les mains de certains clients. Est-ce qu'on a eu pas mal de retours? Est-ce qu'il va y avoir des modifications à apporter? Voilà, ça, c'est important de savoir si le projet est mature ou pas. Les matières premières, ça peut être lié à vos certifications, mais ça peut être lié très typiquement à votre marché, de dire, moi, je vais utiliser des matières premières recyclées. Donc, ça va être une contrainte. Donc, il va falloir la prendre en compte dans votre conception de produit. Est-ce qu'il a besoin de personnalisation? Les délais, ça, c'est important. Le type de finition que vous souhaitez. Évidemment, si vous faites une coque d'iPhone ou un boîtier qui va finir dans une boîte à gants, peut-être qu'on n'atteint pas le même niveau de finition. Et donc, le niveau de finition va aussi définir pas mal de process de fabrication. Le coût de revient que vous souhaitez avoir, par exemple, si vous êtes en vente directe, est-ce que vous voulez acheter un, vendre deux, ou est-ce que vous avez des distributeurs et du coup, ça veut dire que vous achetez un et vous vendez quatre, et du coup, le distributeur achète deux. Enfin, voilà, il y a plein tout ça, faut un peu être au courant de ce qui se fait. Et enfin, est-ce que vous êtes capable de payer des outillages? Ces outillages vont clairement être en fonction aussi de la maturité de votre projet, parce que c'est un peu dommage d'aller payer un moule qui va produire une pièce qui, si derrière, doit être modifiée quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard parce que le projet est pas assez mature, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à répondre une fois qu'on rentre dans le concret, de se dire, OK, voilà, les cadences, la maturité, tout ça, ça va permettre déjà de diriger tout ça. Et donc, vous voyez quand même que dans tous ces points-là, si vous avez déjà accès à une communauté, c'est quand même assez cool parce que du coup, ça va permettre de facilement y répondre. Par exemple, ça serait que juste la finition. Souvent, on me dit, ouais, je veux 5-6 couleurs. Oui, mais en fait, 5-6 couleurs, ça va coûter 5-6 fois plus cher. Donc, est-ce qu'on peut pas avoir déjà une couleur ou deux couleurs qui sont prédominantes? Et ça, c'est plutôt votre communauté qui va être capable d'y répondre. Donc, c'est cool d'avoir pu faire ces tests-là et d'avoir fait des maquettes potentiellement 3D avec ces couleurs-là
pour voir en fait si c'est lesquels qui plaisent. Et en fait, ça permet de, sans même le faire, juste en virtuel, d'arriver à avoir des retours et qu'en fait, Tesla vend des voitures sur 3 ou 4 couleurs, c'est qu'il y a une raison, hein, c'est pas la même chose en fait. Hein, et en plus, ça permet ça permet de valider ces couleurs-là. Du coup, on peut revenir à juste au graphe. Yep. Donc du coup, là on a vu le cahier des charges. Après, on va passer du coup à la conception et au design. Donc là, du coup, il y a plein d'outils. On va pas passer là-dessus, mais on va parler aussi du brevet et des propriétés intellectuelles. Je pense que c'est important d'en parler. Après, derrière, ben, vous faites votre premier POC, votre test. Donc votre POC, c'est Proof of Concept. Donc du coup, ça veut dire que vous faites quelque chose qui marche. Ça permet de démontrer que techniquement, vous maîtrisez tout. Peut-être que c'est esthétiquement pas ce que vous attendez, mais par contre, souvent, en fait, il y en a deux POC. Il y a le POC technique qui va valider que la fonction fonctionne. Enfin, que la fonction, oui, fonctionne. Et de l'autre côté, on va avoir un POC plutôt design qui va, enfin, si on veut combiner les trucs, les deux, ça coûte très cher souvent. Donc, du coup, on préfère le diviser en deux. Donc, on fait un technique et un design. Le design qu'on va plutôt montrer sur des salons parce que c'est celui qui intéresse et du coup, ça permet aux gens de voir le produit. Et un autre qui va être fonctionnel, qui va permettre aux ingénieurs et tout de finaliser et de voir si le produit correspond bien aux attentes et même de pouvoir potentiellement faire les certifications là-dessus. Après, derrière, on a tout ce qui va être prototypage, donc impression 3D, on va en parler rapidement. La phase de test, donc du coup de tester ses premiers protos pour voir si ça tourne. La validation des utilisateurs, donc là c'est un peu votre dire ok, ça y est, on a mis des bêta tests et tout, on va pouvoir le voir. Donc tout ça on va l'aborder, hein. C'est juste que là comment on revient pas sur ce schéma après derrière, voilà. Donc on valide et après derrière on passe dans l'industrialisation et on va voir c'est quoi l'industrialisation, comment on y passe et comment on met en place une chaîne de fabrication, des pré-séries, comment on qualifie tout ça, comment on gère une production et jusqu'à la livraison. Tac. Du coup, on peut revenir sur design définitif. Ok. Je pense que Donc, ma dernière intervention avant de vraiment laisser la main à Adrien, pour parler justement, une fois qu'on a fait le cahier des charges, c'est vraiment l'entrant pour faire le design définitif. Comment, du coup, c'est quoi la différence entre un pré-design et un design définitif? C'est donc la recherche esthétique est beaucoup plus approfondie pour donner une vraie identité au produit. Avec un pré-design, l'objectif, c'est pas d'avoir une récompense au CES de Las Vegas ou je ne sais quoi, un Red Dot Design Award pour son produit, mais c'est vraiment de tester son marché. Mais le design définitif, c'est quand même, dans beaucoup de cas, ce qu'on veut essayer de viser parce qu'un beau produit, ça se vend toujours mieux. Aussi, donc, l'objectif, c'est quand même principalement aussi de répondre techniquement au cahier des charges fonctionnelles en collaboration avec un bureau d'études et prendre en compte les procédés de fabrication. C'est quelque chose qui est pas toujours sensible en fait pour les gens qui n'ont pas forcément l'expérience, mais il y a beaucoup de choses. Les formes dépendent du procédé de fabrication aussi bien que des fonctions. Et donc l'objectif quand on fait un design définitif, c'est justement d'être à l'intersection en fait de ces domaines qui sont avoir un produit désirable, que ce soit esthétiquement et fonctionnellement, un produit qui soit viable économiquement et faisable techniquement. Et en fait, c'est design définitif, c'est un processus justement qui est beaucoup plus itératif parce qu'on passe son temps, en fait, on ne peut pas du premier coup dire, en fait, ça c'est beau, c'est faisable et ça coûte pas cher. En fait, on va déjà pour la partie désirable, on va passer beaucoup plus de temps en inspiration et de recherche esthétique à faire des croquis, dessiner plein de trucs, regarder plein de produits, etc., s'inspirer, aller sur Pinterest ou je ne sais quoi. Et en fait, souvent, la démarche, c'est un peu de commencer par ce désirable où on va être vraiment peut-être un peu par ici dans le très désirable. Et après, on va potentiellement faire des analyses fonctionnelles pour lister les solutions techniques qui peuvent correspondre aux besoins. Donc, on va essayer d'être un petit peu par là. OK, on est dans le désirable, on a les solutions techniques, comment on fait rentrer. Et après, on est là, en fait, il faut quand même que ça coûte pas un rein à fabriquer pour que nos clients puissent l'acheter. Et donc, en fait, on passe son temps, on fait pas mal d'itérations pour essayer de se dire, OK, je dois faire des compromis à chaque fois sur l'esthétique, sur à quel point ça va être une fusée ou ça va être, ou ça va être une
une Lada et aussi est-ce que au final je vends ça au prix d'un iPhone ou je vends ça au prix d'un Wayco, c'était ça je crois les smartphones de base fabriqués made in Marseille. Donc, euh, donc voilà, le design définitif, c'est vraiment l'objectif d'être dans ce cœur de cible et d'être sur un travail itératif et assez long. Voilà, je te rends la main, Adrien. Merci, Sam. Du coup, on en revient sur le brevet. Donc, du coup, maintenant, vous avez défini votre cahier des charges. Peut-être qu'il y a des solutions que, du coup, à l'intérieur, vous allez pouvoir breveter. Donc, déjà, il faut savoir qu'une idée, ça se brevette pas. Hein, c'est pas l'idée qui se brevette. C'est la solution, c'est le moyen technique qui permet d'y arriver qui se brevette. C'est-à-dire créer une app pour dire viens me chercher en taxi, ça peut pas viens me chercher ici en voiture, ça peut pas se breveter. Par contre, le moyen d'y arriver, ça peut se breveter. Voilà. C'est ça que je veux dire. Ou si c'est par exemple je, je tendre une toile d'une façon spécifique, par exemple sur le filet de Samuel tout à l'heure, tendre la toile potentiellement, ça peut se breveter. Par contre, dire je fais un rond avec dans lequel je jette la balle au milieu, ça se brevette pas. C'est plutôt le process qui va être, voilà. Donc du coup, déjà il faut être au courant de ça. D'ailleurs, ça coûte quand même relativement de l'argent. Il faut vérifier qu'il est déjà votre brevet est viable. Donc, il faut vérifier qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a déposé ça et qu'il n'a pas déposé aussi dans votre pays, dans votre application. Donc, du coup, là, il y a plutôt deux stratégies là-dedans. Donc, à titre d'image, vous êtes un petit peu ce tracteur au milieu du champ entouré. Et en gros, plus votre champ il va être grand, plus ça va être compliqué pour vous de surveiller la frontière. Hein. Donc, plus vous êtes une grosse boîte, plus c'est simple. Mais en tout cas, si vous êtes tout seul et que vous êtes ce petit tracteur tout seul dans votre champ, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, euh, vous voulez essayer, par exemple, dire, moi, je veux un brevet qui soit mondial, comme ça, je le pose dans tous les trucs. Et puis, dans deux secteurs, par exemple, la santé et l'aérospatiale, parce que c'est deux techniques qui peuvent être appliquées dans ces milieux-là. Bon, mais j'essaie de breveter tout ça. Bon, du coup, l'avantage et l'inconvénient, l'inconvénient, c'est que ça va coûter très cher parce que du coup, il faut veiller ce grand champ. Donc, il faut une série d'avocats. Donc, c'est un peu plus compliqué. Euh, Par contre, du coup, vous êtes protégé. Mais généralement, quand on commence et qu'on a des budgets un peu plus limités, en tout cas qu'on n'est pas un groupe, on va être plutôt sur le visuel de droite. On va se dire, nous, en fait, notre business de base, il est quand même en France. Donc, c'est vraiment notre marché. Et après, déjà, de base, on sait très bien adresser l'aérospatiale. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas déjà protéger tout, parce qu'en fait, c'est compliqué. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est juste protéger déjà notre marché à nous qu'on connaît très bien pour qu'on soit les seuls et qu'on soit tranquille. Donc, du coup, de se dire, moi, je vais prendre plutôt la France et que le milieu aérospatial. Comme ça, au moins, déjà, ça me permet de nous focaliser là-dessus. Du coup, mon champ, il est plus petit. Du coup, il est plus facile à protéger. Voilà. Donc, ça, c'est deux stratégies différentes sur l'approche du brevet. Euh, mais pour info, nous, quand il y a un brevet, en fait, il y a un client qui va me dire, moi, je veux déposer un brevet sur tel truc. Du coup, nous, on a déjà déposé une dizaine. En fait, s'il existe déjà quelque chose, en fait, on va se dire, comment on fait pour être à côté de ce quelque chose, de trouver un moyen de le détourner, en fait. Et donc, du coup, en fait, c'est un peu, ok, le mec, tu pourras pas le toucher directement sur son cœur de métier, donc tu pourras pas le copier. Par contre, tu peux déjà modifier son concept et toi te mettre juste à côté et avoir un champ qui est juste à côté. Donc, voilà. Donc moi, je considère que le brevet, c'est une stratégie, surtout parce qu'en fait, ça permet déjà de valoriser sa boîte. Donc, du coup, si derrière, vous allez chercher à lever des fonds, je trouve que c'est assez important parce qu'en fait, ça permet de valoriser la chose. Par contre, si derrière, vous la jouez un peu en mode cowboy solitaire, on va grossir, tout ça, on va se débrouiller. Je trouve que c'est plus compliqué parce que c'est quand même beaucoup d'argent et qu'en face de vous, s'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus gros que vous, en fait, ça va se jouer à coups de millions et en fait, on est vite sorti du game. Donc, voilà. Donc, le brevet, moi, je pense que c'est plutôt stratégique en fonction, encore une fois, hein, quand Samuel parlait tout à l'heure de deux types de produits. Si c'est un produit où il y a beaucoup de R&D, je pense que ça vaut clairement le coup de déposer des brevets, surtout si ça peut intéresser des industriels après derrière. Par contre, si c'est un projet, on va dire, plutôt simple, je pense pas que ça nécessite de faire des brevets pour ça, parce que du coup, il y a très peu de recherche et du coup, il n'y a pas grand-chose à breveter, quoi. Mais dans tous les cas, faut pas que ça soit une excuse pour pas développer son projet. Hein. Je connais plein de projets qui n'ont pas de brevet, ça marche très très bien. Et un brevet a que de la valeur à partir du moment où vous avez commencé à donner de la valeur à cette société-là. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais rien vendu via ce brevet-là, en fait, il y a personne qui va spécialement aller le copier ou quoi que ce soit. Par contre, à partir du moment où vous allez créer du business avec, et là, on va commencer à valoriser ce brevet-là réellement, quoi. Voilà. Donc ça, c'était la partie brevet. La partie prototypage, du coup, là, on a conçu avec nos outils de 3D. Hein, donc aujourd'hui, il y a pas mal de solutions. Vous avez SolidWorks, qui la plupart du temps, vous avez vu à l'école, qui reste une licence chère, mais aujourd'hui, ils ont fait des solutions justement pour les entrepreneurs.
crois que c'est 100 euros par mois. Il y a Autodesk avec Fusion 360 qui propose des solutions, je crois, à 400 euros par an, même gratuit si vous êtes entrepreneur, jeune entrepreneur. Donc, du coup, ça vous permet de concevoir ces produits-là en 3D. Donc, une fois que vous avez fait votre 3D, bon, mais du coup, il faut passer au prototypage. Donc là, typiquement, bah, à gauche, on a, enfin, c'est pas la qualité des équipes de Samuel qui ont fait le dessin, mais c'était des designers aussi qui avaient fait ce dessin-là. Du coup, le but, c'était de créer une maquette. Derrière, on est passé sur des plans d'exécution et après, derrière, on a fait euh, le prototype bah, esthétique et viable. Là, on a pu le faire les deux en même temps. Euh, le seul risque qu'il faut éliminer, c'est de se dire que ce que je fabrique, euh, elle va pouvoir être industrialisée par la suite. Alors, si j'ai fait quelque chose que je suis le seul à savoir le faire, c'est un peu dommage parce que du coup, derrière, ça va être quasiment de l'artisanat. Donc, c'est là où il faut commencer à réfléchir sur son process en se disant, OK, peut-être que ça, je peux le faire par quelqu'un, ou ça, il y a des machines qui peuvent le faire, et ça coûte pas, c'est pas le truc qui va coûter super cher à faire. Donc voilà, commencez déjà à réfléchir cette partie-là, d'industrialiser son produit quand on fait ses premiers protos. Surtout qu'aujourd'hui, vous avez, tiens, si on peut passer à l'autre slide, l'impression 3D qui est votre ami, qui vous permet justement, via des technos comme là, vous avez le filament et puis la résine, qui sont deux technos super abordables aujourd'hui, qui vous permet déjà de prototyper super facilement et de quasiment faire des produits de petite série. Donc là, par exemple, vous pouvez voir toute une série d'itérations qu'on a fait pour un client. Donc justement pour gagner en maturité, donc du coup, on a fait des protos jusqu'à les tester, jusqu'à avoir une fonction viable. Donc les premiers, bon, ça savait très bien que ça marchait pas, et puis les derniers, plus ça allait, plus on en faisait beaucoup, pour que lui, il puisse les mettre dans les mains de ses bêta-testeurs, avoir des retours et les améliorer comme ça, et à la fin avoir une solution qui était un, mature, et deux, arriver à une solution aboutie, quoi. Voilà, donc ça c'est super intéressant, c'est des outils qui n'existaient pas il y a quelques années et qui aujourd'hui sont super abordables. Et ce que j'aime bien dire, c'est que souvent, j'écoute très fortement les signaux faibles, même si c'est fait avec un autre process de fabrication. Par exemple, on va dire, l'injection, c'est super. Par contre, là, je vais le faire en impression 3D. Du coup, c'est peut-être moins joli ou peut-être ça peut casser plus facilement. Mais souvent, les signaux faibles qu'on me donne quand même sur ces produits-là, même s'ils sont faits en impression 3D, resteront les signaux faibles après par la suite. Donc, du coup, en tout cas, nous, chez Zgis, on est très, très, très à l'écoute de ces petits signaux faibles qui va être, ah, j'ai eu du mal à, ou j'ai fait ça comme ça, j'ai pas bien compris le sens ou tout. Je trouve que c'est assez intéressant de les écouter parce que peut-être qu'il faut qu'on améliore ce produit-là dans ce sens-là, en fait. Voilà. Donc ça permet des petites itérations assez facilement, avec juste du prototypage, quoi. Donc on a fait notre prototype. Et du coup, maintenant, en fait, il faut qu'on commence à fabriquer ça, ou en tout cas, on se dit, tiens, on va faire une première série. Donc, soit on peut se la jouer, je fabrique tout moi-même, ce qui peut se faire. Soit on se la joue, en fait, je commence dès le démarrage. Je sais qu'il y a un gros potentiel. Le but, c'est de trouver des industriels qui vont être capables de le fabriquer ou fabriquer mes pièces à moi, quitte à ce que je fasse l'assemblage final ou quitte à ce qu'ils fassent tout. Tout dépend un peu de la politique. Mais voici les 4, 5, enfin, les 2, 3 conseils qu'on peut vous donner sur l'industrialisation, qui va être plutôt d'adapter la conception au process. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà que vous y arriviez à identifier un petit peu les process qui vont fabriquer votre produit par la suite. Et pas l'inverse. Ça, c'est la meilleure chose pour arriver à avoir une conception locale. En fait, en tout cas, on a prouvé qu'aujourd'hui, grâce à ça, on arrivait à fabriquer localement, donc de pas avoir spécialement besoin d'envoyer en Asie, parce qu'en fait, on arrive à avoir des prix très compétitifs, même en France, si on fait ça, donc taper dans des standards, savoir quel type de machine ils vont utiliser, et du coup, concevoir son produit en fonction de ça. Euh, Ça, c'est ce que je viens de dire. Et après, derrière aussi, d'adapter la taille du fournisseur à la taille de votre projet. N'allez pas taper à la porte d'Intel, par exemple, si vous voulez acheter des processeurs. Il va vous dire, vous êtes gentil, mais en fait, t'es trop petit pour moi, quoi. Enfin, voilà, en fait, c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est de dire, je vais travailler avec des fournisseurs qui ont à peu près la même taille que moi, parce que du coup, déjà, le projet, potentiellement, va les intéresser un peu plus, parce que je vais représenter un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Et le problème, c'est que quand on gère sur Internet, c'est compliqué de savoir un petit peu la taille des fournisseurs. Donc, du coup, en tout cas, c'est un point sur lequel vous devez veiller ou aller les visiter. Ça vous permettra de vous rendre compte aussi. De se dire, OK, en fait, si votre projet est petit, allez voir plutôt des petites structures parce que du coup, ils seront ravis de vous accompagner parce qu'ils font à peu près la même taille que vous, enfin, à peine plus gros et du coup, potentiellement, ils vont grossir avec vous. Donc, ça, c'est super intéressant. Alors que si demain, vous êtes un tout petit projet dans une énorme boîte, vous êtes un peu les derniers à être servis. On va pas souvent vous prendre au sérieux. Donc, en fait, ça va être compliqué souvent de travailler avec ces gens-là. Et puis, du coup, souvent, c'est ce que j'entends. Ouais, en France, ils veulent pas travailler et tout. Non, c'est pas qu'ils veulent pas travailler, c'est juste que vous avez tapé à la mauvaise porte par rapport à la taille, quoi. Là où en Asie, souvent, n'importe qui va vous dire oui, parce qu'en fait, ils ont le sens de service beaucoup plus qu'en France, où ici, il va falloir taper sur le bon fournisseur, et le bon, c'est celui déjà qui va être capable de le fabriquer, mais aussi qui va avoir la taille adaptée à votre projet, quoi. Voilà. Ensuite, du coup,
il y a plusieurs étapes de vie dans le développement de votre produit. Donc là, on peut voir une courbe où on voit en fait que la première partie, au démarrage, on est sur du prototypage premier de série, donc il n'y a pas beaucoup de volume. Peut-être que là, du coup, on prend un process de fabrication qui va être plutôt en fabrication additive, donc impression 3D. Puis je vais arriver à un certain volume, et puis à ce moment-là, je vais me dire, tiens, ça serait peut-être bien de changer de process parce que maintenant j'ai assez de volume. Je suis un peu à la limite de l'impression 3D, et puis j'aimerais bien monter aussi en qualité, et puis mon projet il est plus mature, donc du coup je passe par un autre process, par exemple l'emboutissage, qui va me permettre d'avoir des produits de super bonne qualité en métal. Par contre, ça va nécessiter un moule, mais par contre, comme j'ai la maturité et du volume, bah, je vais pouvoir le faire. Ça va me permettre de faire des gros volumes, par exemple, avec des prix super intéressants. Et puis après, à la fin de vie de mon produit, je vais pouvoir dire, bah, en fait, si je dois faire du SAV, bah, je peux peut-être le faire via un autre process qui va être par exemple de l'usinage acier. Tout ça pour vous dire qu'en fait, votre produit, il va clairement évoluer tout au long de sa vie, en fonction des volumes aussi que vous allez lui apporter, quoi. Donc ça, c'est super important de se dire, en fait, le produit, il n'est pas figé. Il faut pas croire qu'un produit, dès qu'il est sorti, il est fini. Et souvent, bah, derrière, il va y avoir des plus gros volumes, ou là, récemment, en fait, il y a eu des ruptures de stock sur pas mal de composants. Et du coup, bah, il a fallu revoir pas mal de produits parce qu'en fait, il y a tel composant qui n'existe pas ou autre. Bah, du coup, il faut que je remodifie un petit peu mon produit en fonction de ce qui était dispo pour arriver à continuer à faire du business, quoi. Donc, on va passer à la slide d'après, euh, qui est la même courbe, hein, c'est la même courbe bleue, donc le volume. Et en plus, là, on a rajouté par-dessus le prix, en fait, qui permet de vous donner un petit peu en fait, quand est-ce que vous allez être surtout rentable quand vous allez développer votre produit, parce qu'en fait, des prototypes et des pré-séries souvent coûtent beaucoup plus cher que la réalité. Donc, du coup, bah, c'est pas ici que clairement vous allez faire de votre marge. Par contre, on voit bien que dès qu'on change de process, mais en fait, bah, du coup, on a des volumes qui sont élevés. Et puis derrière, en fait, on a des prix qui sont très faibles. Donc, c'est là souvent où en fait, on a le plus de marge. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'arriver à des certains volumes critiques pour arriver à ça, parce que c'est là qu'en fait, l'idéal on maximise ses profits et qu'on arrive à développer du coup de nouveaux projets et à trouver des financements pour améliorer le produit ou à sortir des accessoires. Et c'est pas forcément dans les phases de proto ou de pré-série. Et souvent, j'indique aux clients que souvent, en fait, les pré-séries sont souvent vendus quasiment à perte. Parce qu'en fait, le but, c'est de montrer qu'il y a de l'attraction et arriver à certains volumes. Hier encore, j'ai écouté un YouTuber qui disait, en fait, pendant 1 an et demi, il disait qu'il margeait zéro sur tout ce qu'il vendait. Le but, c'était juste de faire du volume. Alors, il avait la chance d'avoir d'autres revenus à côté, mais en gros, il disait, bah, moi, je vends tout quasiment à prix coûtant. Après, je l'achète. C'est juste pour arriver à des volumes. Comme ça, avec les volumes, après, je peux aller voir mes fournisseurs et leur dire, regardez les volumes que je commande. Du coup, baissez-moi vos prix. Et comme ça, en fait, il a pu avoir un minimum de volume et en fait s'aligner avec ceux qui étaient déjà sur le marché depuis des années. Et du coup, d'arriver à les concurrencer en fait par la suite. Mais il fallait qu'il montre. Et en fait, si il aurait gardé sa marge comme il voulait au démarrage, bah, en fait, il aurait mis beaucoup plus de temps parce qu'il aurait jamais atteint ses volumes aussi rapidement. Voilà. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, il faut arriver, enfin en tout cas dans le produit du hardware, souvent à un volume minimum. Voilà, peut-être qu'après d'ailleurs votre produit, peut-être qu'il n'a pas le marché, peut-être c'est des petites séries, ça sera peut-être comme ça toute sa vie. Bon, ben, du coup, il faut juste adapter le prix du produit en fonction de ça, quoi. Donc, du coup, on voit un peu ces croix vertes qui sont un peu des changements assez importantes, enfin, des changements de process, en fait, qu'il faut faire. Et souvent, ben, on fait des calculs pour ça, pour se dire, bah, tiens, tu vois, il faudrait peut-être changer. Là, récemment, on l'a fait sur un client où, en fait, à partir de 800 pièces, bah, c'était super intéressant de changer. Donc, du coup, on n'avait aucun doute qu'il arrive à 800 pièces, mais par contre, comme il avait zéro maturité, et ben, du coup, il a préféré faire quand même 1600 pièces, quasiment, donc, bah, presque 2000 pièces, quitte à ce que je fais, coûte plus cher, mais pour être sûr qu'en fait, ces 2000 pièces se vendent super bien, que les retours de clients, ok, ça c'est bien, ça marche bien, ça aussi, ça aussi. Histoire de vraiment finaliser son produit, de se dire, ok, maintenant, je sais que j'en vends beaucoup plus. Par contre, j'en ai testé 2000 un peu en bêta test qui me permettait d'être flexible. On réajuste ce qu'il y a à réajuster et puis derrière, on change de process. Ça implique un moule, mais ce moule, en vrai, à partir de 800 pièces, il était rentable, quoi. Donc c'était super intéressant. Donc, mais voilà, mais par exemple, là, typiquement, je pense que c'était le bon move de se dire, bah, en fait, je garde encore un peu mon produit un peu plus cher, juste pour pouvoir gagner en maturité sur mon produit. Ça, c'est super important comme point. Est-ce que je vous dis là, je suis pas le seul, hein, donc, du coup, comme la phase 1, la première phase, enfin, la partie prototypage, c'est quand même la partie qui vous coûte le plus cher. Souvent, il n'y a pas beaucoup de volume, parce souvent, ce qu'on considère, c'est de sortir un peu un projet euh, avec une plus grosse valeur ajoutée. Donc, j'ai mis luxe exprès, mais en fait, de se dire, bah, moi, ces premiers produits que je vais sortir, je vais les vendre vraiment très cher. Enfin, c'est vraiment un parti pris, parce que, un, déjà, il me coûte très cher. Deux, je veux pousser le service à fond, donc c'est-à-dire la personnalisation, un suivi client. Parce que deuxièmement, il faut que j'ai cette maturité-là avec ces clients-là. Donc, s'il y a un problème, il faut que je puisse les assister.
Par exemple, la marque de vélo que tu t'indiquais tout à l'heure, Samuel. Alors, je sais pas si c'est eux ou si c'est Cowboy. Je crois que c'est Cowboy. En fait, quand ils sont lancés, ils se sont dit, en fait, on va pas lancer en France, on va lancer en Belgique. Parce que la Belgique, c'est un petit Mm. pays. Du coup, si les premiers vélos qu'on vend, ils marchent pas, en fait, c'est facile d'aller les réparer et tout, et donc, du coup, d'apporter un service beaucoup plus poussé que si demain on vend direct en France où il faut quasiment une journée pour traverser la France et tout, alors qu'en Belgique, on prend la voiture, en 2 heures, on lui remplace son vélo, on répare et tout. Et il s'avère qu'ils ont bien fait parce qu'en fait, les premiers vélos, ils avaient un problème de connecteur et que c'était l'eau salée des routes l'hiver qui abîmait les connecteurs. Et en fait, du coup, ils se sont dit, en fait, on a très bien fait de valider ce marché-là avec la Belgique, avec des vélos un peu plus chers, et nous, de pouvoir faire vraiment un service beaucoup plus poussé avec les clients, ce qui fait que les clients, ils étaient tous ravis. Donc, à la fin, c'est un super retour client. Et voilà. Donc, du coup, de commencer avec plutôt des prix assez hauts et amener un produit un peu plus au top, et on sait rien, prendre des produits, des matières peut-être plus qualitatives que ce qui était prévu au démarrage. Et typiquement, Tesla, c'est ce qu'il a fait. Hein. Il a commencé par des Tesla très de luxe basés sur une Lotus avec des très petits volumes, donc vendus très cher avec des très petits volumes. Puis après, il a commencé à faire des modèles Y qui restent des voitures, je vais pas dire abordables, mais quand même premium plus, mais avec des plus gros volumes, pour arriver aujourd'hui à une phase 3 qui est plutôt euh, abordable, mais avec beaucoup plus de volume. Et là, bientôt, ils sont dans du mass market dès l'année prochaine, dans 2 ans, avec un modèle à moins de 20 000 euros pour une voiture électrique. Quoi. Et donc, ce modèle-là, en fait, il n'est pas fait par hasard. C'est vraiment parce que vous avez besoin, pour arriver à des gros volumes, il vous faut de la trésorerie, il vous faut de la maturité. Et donc, le meilleur moyen, c'est de partir sur des produits qui vont pas se vendre beaucoup au démarrage, mais avec beaucoup plus de valeur. Et donc, du coup, ça permet de créer cette trésorerie, cette maturité, et du coup, au fur et à mesure, de créer des produits de plus en plus abordables et accessibles. Quoi. Donc, euh, donc, une phase 1 où on va attendre du service et à une personnalisation très forte, ou avec des matières super assez haut de gamme, puis un gain en maturité pour créer un produit plus abordable en espérant qu'il y ait ce marché-là avec un volume plus en adéquation. Et puis enfin, une phase 3 où on va être souvent sur du mass market, donc arriver à sortir des gros volumes à des prix super intéressants. C'est un peu ce qui se fait. Et c'est pas par hasard, donc parce que du coup, même là, j'avais un gros client, euh, un très gros client, qui avait beaucoup les moyens, et qui était en mode, OK, nous, on peut lancer 10 000 pièces dans chaque pays, nanana, nanana. On lui a dit, OK, très bien, mais il faut sortir à ce moment-là 300 000 euros. Est-ce que vous êtes prêt à les sortir là, sachant que votre produit n'a jamais été vendu? Clairement, il m'a dit, non, on n'a pas envie de prendre le risque, quoi, en fait. Parce qu'en fait, c'est du hardware, c'est très vite beaucoup d'argent immobilisé parce qu'il faut payer des stocks, parce qu'il faut payer tout ça, il faut les déplacer. On n'est pas à l'abri du SAV et tout. Donc, du coup, en fait, ben, on aurait pu le faire s'il avait voulu prendre ce risque-là à 300 000 euros de se dire, OK, c'est un produit que j'ai jamais vendu, on va le dispatcher dans plein de pays dans le monde. Et au final, on a commencé par la France, ça s'est très bien vendu, puis les autres pays, et puis en fait, on a croît comme ça, et ça s'est plutôt bien passé. C'est, en fait, de se dire, direct, j'arrive, je fais du mass market, faut avoir les reins très très solides et c'est très compliqué. Donc, du coup, quand vous allez développer votre produit, allez plutôt sur un produit plutôt haut de gamme. Et en plus, de l'autre côté, ça valorise aussi votre travail que vous avez mis au point, en fait. C'est comme un lecteur de DVD, le premier jour où il sort, il est à 18 000 euros et après, 5 ans plus tard, vous le trouvez à 20 euros chez Lidl. C'est compréhensible parce qu'en fait, tous les ingénieurs qui ont travaillé dessus au démarrage, il faut bien rembourser cette étape-là qui coûte beaucoup d'argent. Et après, une fois qu'on a fait rentabiliser le truc, du coup, on peut commencer à se dire, OK, maintenant, c'est un succès et donc, du coup, on peut arriver à le sortir en mass market. Mais c'est pareil pour vous, il faut valoriser votre valeur et votre temps que vous avez passé là-dessus, parce que la création de société, la création de valeur, la création du réseau de distribution, tout ça, c'est des risques que vous prenez et du coup, ça mérite d'être valorisé. Euh, Moi, j'ai à peu près fait le tour, je pense. Mm. Donc, tu veux qu'on retourne sur le schéma, mais je pense que on est là, jusque là où en tout cas on avait prévu d'être en termes de on va dire, Je veux au revenir sur voyage de la le. création de produits. Ouais. Ouais. Tu voulais revenir sur le graphique, c'est ça? Non, non, je disais, on peut revenir là si tu veux, mais pour conclure. Yep. Mais en fait, on est allé on va dire, jusqu'à l'industrialisation. Après, il reste encore, là, on peut le voir qu'il reste encore un bout de chemin derrière. Donc, c'est pas la fin non plus. Mais je dirais, une fois qu'on a déjà accompli toutes ces étapes, on a déjà fait beaucoup. Et surtout, c'est, euh, c'est une partie qui est hyper, bah,
Enfin, j'allais dire, c'est une partie où on a plein de moments où on peut se casser la gueule. Après, c'est pareil par terre, c'est pareil derrière. Mais on va dire, c'est une partie qui est difficile parce qu'au départ, bah, comme on n'a pas engagé beaucoup de travail, etc., c'est là où on peut facilement un peu plus abandonner. Et c'est aussi là où potentiellement c'est un peu plus difficile de trouver des subventions, de trouver des financements d'investisseurs parce que justement, les gens se disent, bon, bah, en fait, le projet n'est peut-être pas encore assez mature. Les gens ont pas investi eux-mêmes assez loin dans leur projet pour être sûr qu'ils sont sérieux sur leur projet. Mais on peut estimer qu'à partir du moment où on est arrivé là, et puis c'est souvent aussi tous les financements BPI, etc. Très souvent, ça va sur les chaînes suivantes, les prototypes, les productions, les outillages. Comme tu disais, Adrien, il n'y a pas longtemps, maintenant, il y a même les régions, des fois, qui subventionnent, qui payent la moitié des outillages. Enfin, c'est arrivé dans le sud-ouest. Donc, les phases derrière sont peut-être un peu moins risquées en termes de levée de fonds. Et surtout, en fait, c'est des phases aussi qui nécessitent des compétences assez différentes et un peu plus techniques que le début, qui parfois peut être fait en grande partie par des gens qui ne sont pas forcément de formation ingénieur ou qui ont une grosse expérience dans le développement de produits. Mhm. Donc, bah, on a déjà dépassé un peu le temps. J'ai été peut-être un peu long au départ. Mais je vous remercie beaucoup pour votre attention et d'avoir été là aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas encore pressés de partir manger, on peut prendre le temps de quelques questions-réponses. Si vous avez des sujets dont vous voulez parler là tous ensemble, si vous avez des questions précises sur du contenu ou autre chose. Ou au pire, sinon, on pourra toujours échanger plus tard par email ou de manière plus individuelle. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des retours à nous faire, Aubin, Laurent, Lucas? Ok, ben, merci beaucoup, Laurent. De toute façon, je vais vous partager juste après, dans l'après-midi, l'enregistrement de ce webinaire. Ben, merci à vous. Merci Samuel pour l'invitation. Avec plaisir. Merci Adrien d'avoir relevé le défi avec moi. Parce que Avec toi, tu n'es plaisir. pas à ton premier webinaire, mais nous, on est à un de nos premiers webinaires. Donc, Ben non, mais c'est voilà. cool. Très chouette en tout cas. Ok. Merci à Ben, tous et puis bon appétit. merci beaucoup, Aubin. Bon appétit à tous. Merci. Merci. Merci, au plaisir d'échanger. Au Au revoir. revoir.